Salut la compagnie! Aujourd'hui je vous tourne le deuxième épisode de Spoiler avec Sword Art Online, Mother's Rosario, donc le tome 4, de Reiki Kawahara aux éditions Ofelp. Alors je pense que peu d'entre vous regarderont cette vidéo, parce que si je ne me trompe pas, il n'y a pas grand monde qui lit cette saga. Mais quoi qu'il en soit, je vous fais quand même le rappel usuel que vous avez vu juste avant, mais je préfère vérifier et vous le refaire une seconde fois sur chaque vidéo. Ne regardez surtout pas la suite de cette vidéo si vous ne l'avez pas lue. Voilà. Donc comme c'était écrit dans la présentation, ce type de vidéo est fait exclusivement pour ceux qui ont lu le livre, qui vont lire la suite, et pour leur rappeler, pour rappeler les événements en fait, du livre, juste avant qu'ils ne lisent le suivant. Donc ça ne s'adresse pas à ceux qui comptent lire ce livre. D'accord ? Ne regardez pas cette vidéo sinon. Voilà. Bon, allez, maintenant je passe aux choses sérieuses. Alors je sais pas si vous c'est pareil, mais moi j'ai énormément de mal, alors j'adore ça, les mangas et tout, mais j'ai énormément de mal pour retenir les prénoms japonais. Oui, je m'excuse platement, c'est des gens avec des prénoms japonais ou des origines japonaises, je n'arrive pas à retenir vos prénoms. Voilà, je ne peux pas, j'y arrive pas. Ce qui fait qu'au début, parce que oui j'ai un petit carnet, un magnifique carnet pour mon unboxing Fairy Loot, si vous vous en rappelez, qui me sert pour justement prendre des notes par rapport à ma lecture. Et donc j'ai carrément pris des notes avec les prénoms, et en plus ils sont pas casse-pieds du tout, forcément chaque joueur a son pseudo et son pseudo est différent de son prénom. C'est pratique. Enfin bref, du coup je me suis fait un petit rappel comme quoi Kirito, donc le héros, s'appelait Kazuto, que Lisbeth c'était la forgeronne, qui avait donc construit son épée dans le premier tome si je ne m'abuse, que Sugua, dont le prénom est Leafa, est la sœur de Kirito qui, si on se le rappelle bien, dans le tome 2, nous dit qu'elle est amoureuse de lui, mais on n'en entend absolument pas parler dans ce tome-là puisqu'on n'a pas son point de vue. Et enfin on suit Azuna qui n'a pas de pseudo, qui s'appelle aussi Azuna dans les jeux vidéo. Il y a aussi Silica, mais pour le coup je crois qu'on la rencontre dans le premier tome et je me rappelais pas trop d'elle. Et ils ont pas refait à nouveau un petit descriptif de Silica. Je crois juste que c'est celle qui dompte les animaux, mais je m'avance peut-être un petit peu. On retrouve donc nos protagonistes partiellement dans la réalité et partiellement dans Aelo, qu'on peut reconnaître sur la couverture. Quand ils sont dans la réalité, ils sont tous dans la même école qui a été exclusivement créée et réservée pour les joueurs de SAO pour les aider scolairement parlant, puisqu'ils ont quand même 2 ans de retard si je ne m'abuse. Tous les protagonistes ne sont pas dedans, notamment Sugua / Leafa, puisque elle-même n'était pas piégée dans SAO. Par contre, la forgeronne, Lisbeth, Silica, Kirito et Azuna y sont. La première partie du livre, parce que le livre, je vous le rappelle, était découpé en parties, la première partie du livre était plutôt dans l'univers d'Aelo, et regroupait tout notre petit groupe, et on a été surtout du point de vue d'Azuna. Je sais pas si vous dites Azuna ou Asuna d'ailleurs. Moi je dis Azuna, bref. Et donc il se trouve que dans Aelo, il y avait un épéiste qui faisait énormément de bruit, qui s'appelait l'épée absolue, et on ne cessait d'entendre parler de lui parce que personne n'avait réussi à le vaincre jusque-là. Du coup, Azuna vient se dire mais pourquoi tout le monde va essayer de le vaincre, sachant que au niveau des capacités, c'est négatif de perdre toute sa vie et de mourir, alors pourquoi il y a des gens qui viennent quand même l'affronter jour après jour? Et c'est là qu'elle apprend qu'en fait, l'épée absolue promet son recueil secret d'original sword skill, c'est-à-dire de coups, vous savez, d'enchaînement de coups aidés par le système. Et comme c'est un OSS extrêmement puissant puisqu'il a 11 coups, ce qui est parfaitement extraordinaire, tout le monde veut quand même tenter sa chance. Azuna apprend ainsi que Leafa et Kirito ont déjà tenté leur chance, mais Leafa a échoué et Kirito quant à lui a eu un affrontement plus ou moins étrange puisqu'en fait Azuna a appris que Kirito avait découvert un secret plus que curieux sur ce personnage. Azuna va donc se proposer et va essayer de vaincre l'épée absolue et se rend compte qu'en fait c'est une fille déjà. Elle en est très surprise et donc c'est une fille de nom de Yuki. Alors qu'elles combattent ardemment l'une et l'autre, Azuna est quand même inférieure à Yuki et au moment de l'achever, Yuki décide à s'arrêter et propose à Azuna de la suivre quelque part. Azuna apprend ainsi que Yuki est la chef d'une guilde, les Sleeping Knights, et qu'à eux 6, car ils sont 6, ils veulent réussir à vaincre un boss à eux tout seuls, ce qui est parfaitement exceptionnel puisque d'habitude les boss se battent à 49 personnes, le maximum autorisé. Et donc Yuki explique que elle a fait passer ces sortes de tests un petit peu pour savoir qui serait à même de les aider
à vaincre un boss à E6 seulement, et du coup à E7 avec le nouveau participant. Asuna demande alors mais pourquoi Kirito n'a pas été pris, sachant qu'il est meilleur épéiste qu'elle, et on lui répond mais c'est parce qu'il avait deviné leur secret. Et particulièrement celui de Yuki, puisque lui n'avait vu que Yuki. On apprend aussi que si les Sleeping Knights veulent finir cette quête qu'ils se sont imposée, c'est parce qu'ils vont se séparer au printemps, et du coup ne pourront plus effectuer toutes ces quêtes ensemble. Après avoir élaboré une stratégie, ils partent tous ensemble à l'assaut du boss, mais en chemin, juste avant cette fameuse salle du boss, ils rencontrent deux personnes qui disent attendre le reste de leur groupe pour passer à l'assaut. On se rend compte par la suite qu'en fait, ces deux personnes étaient des éclaireurs et se sont infiltrés pendant que les Sleeping Knights et Asuna combattaient pour pouvoir regarder les techniques d'attaque et de défense du boss pour pouvoir prévenir justement leur chef afin que même, une fois que les Sleeping Knights s'étaient fait terrasser, puissent terrasser à leur tour le boss. En gros, ils voulaient s'arranger pour réussir du premier coup et voir comment les autres se débrouillaient et comment le boss se débrouillait pour mieux lui péter la tronche. Bon, comme on s'y attendait, les Sleeping Knights échouent et le temps qu'ils reviennent, ils voient déjà plusieurs dizaines de personnes rassemblées. C'était en effet les éclaireurs qui avaient eu le temps de les prévenir. Alors que les 6 Sleeping Knights et Asuna tentent de retourner dans la salle du boss, on les y empêche et Yuki décide que ça ne se passera pas comme ça et de péter la tronche d'un petit peu du monde. Sauf que à 7 contre une trentaine, ça fait un petit peu lourd quand même. Et du coup, heureusement, ils sont sauvés par Klein et Kirito. Je rappelle que Klein est un ami de Kirito, qui vont essayer de retenir un maximum de personnes le temps qu'eux-mêmes arrivent à rentrer dans la salle du boss. Au fait qu'ils voulaient seulement réussir cette quête à 7 maximum, c'est parce que seulement 7 personnes sont acceptées sur le monument des héros et tous voulaient être gravés sur le monument des héros. Aussi dû au fait qu'ils allaient bientôt se séparer les uns les autres. Après une lutte acharnée, les Sleeping Knights et Asuna finissent par vaincre le boss. Asuna demande alors à rejoindre la guilde des Sleeping Knights, mais ceux-ci refusent catégoriquement. On remarque aussi des tensions quand Yuki pour la deuxième fois appelle Asuna grande sœur, que celle-ci se braque et que Yuki a ainsi disparu d'Aincrad, comme c'est écrit dans le livre. Après de multiples recherches, Asuna va finir par découvrir où se trouve et où se cache entre guillemets Yuki dans le monde réel, et elle va ainsi apprendre que Yuki a le sida. Et oui. Et que si elle était si forte, c'est parce qu'en fait elle était assistée par le Medicuboïde, qui est en fait une version médicale de la mousphère, et que c'est pour ça qu'elle était si forte, parce qu'elle n'était presque plus jamais dans la réalité et toujours avec le Medicuboïde en ligne, quelque part sur un jeu vidéo. D'où son extrême dextérité et sa force. On découvre aussi que si Yuki a appelé Asuna grande sœur à plusieurs reprises, c'est parce qu'en fait elle avait une sœur jumelle qui est morte un an plus tôt du sida elle-même, et qu'Asuna lui est extrêmement semblable. Leur amitié à Asuna et Yuki va se renforcer encore plus, et Asuna va décider de balader sur son épaule une caméra quotidiennement pour que Yuki puisse revoir son ancienne maison, revivre le fait d'aller à l'école physiquement parlant presque. Asuna va aussi apprendre que les Sleeping Knights se sont rencontrés sur un forum de malades entre guillemets, et qu'en fait ils sont tous gravement malades et que c'est pour ça qu'ils sont tous aussi forts. C'est parce que comme Yuki, ils ont passé énormément de temps sur les fameux jeux vidéo parce que ils n'ont que ça à faire entre guillemets et surtout ils ne reviennent presque plus dans la réalité eux aussi. Enfin, cette première partie finit avec la mort de Yuki et la découverte que 2 ou 3 membres des Sleeping Knights finissent par totalement guérir. En ce qui concerne la deuxième partie, il s'agit de la quête un petit peu, je sais pas si vous vous rappelez, plutôt enquête qu'il y a eu lors de la conquête d'Aincrad, la première, l'originelle dans SAO, patati patata. Donc on retourne un peu dans le monde des SAO, et c'est une enquête à propos de la zone de sécurité car on découvre un homme qui s'est fait tuer dans l'enceinte de sécurité où normalement personne ne peut mourir. Après avoir assisté à cela, Asuna et Kirito décident d'enquêter là-dessus. Ils récupèrent donc ce qui paraît comme étant l'arme du crime, c'est-à-dire la lance qui transperçait l'homme. Même si l'homme était pendu, ils pensent plus que c'est à cause de la lance, et qu'ils obtiendront notamment plus d'informations grâce à la lance. Après les recherches, ils découvrent que la lance appartenait, ou tout du moins a été forgée, par un certain Grimlock. Le problème c'est qu'ils ne savent pas comment retrouver ce fameux Grimlock. Alors qu'Asuna et Kirito se séparent pour retourner chacun chez eux, Kirito se fait plus ou moins agresser par Schmidt et une partie de l'Alliance des Dragons Sacrés. Du Dragon Sacré, je crois. Qui lui demande de récupérer la lance, ce qui paraît plus que louche. On apprend par la suite, grâce à l'ami de l'homme tué, au début de la quête, que
ces 3 mêmes personnes et 5 autres personnes étaient reliées dans une même guilde, la Golden Apple. Il s'était déroulé un étrange phénomène 6 mois plus tôt. Ils avaient trouvé très aléatoirement une bague de forte puissance, et alors avait éclaté un débat dans leur guilde. Est-ce qu'ils devaient garder la bague? Si oui, à qui la prêter? Qui s'en servirait? Ou devaient-ils la vendre et faire un profit extraordinaire qu'ils partageraient entre 8? Finalement, le vote l'a emporté pour que la bague soit vendue, et alors que la chef de la guilde allait vendre la bague, elle s'est faite assassiner. Alors qu'Azuna et Kirito poursuivent leur enquête, avec Schmidt, donc le fameux homme qui a pseudo-agressé Kirito, et Yoruko qui était la fameuse amie de la victime, la fameuse Yoruko justement, se fait assassiner sous leurs yeux. Kirito repère l'assassin et le poursuit jusqu'à ce que, lui lançant un pic de glace, la mention suivante apparaisse, Immortal Object, ce qui veut dire objet immortel. Finalement, Kirito découvre que tout avait été manigancé pour que l'on croie que Keynes et Yoruko étaient morts, alors que ce n'était pas le cas. Ils avaient tout manigancé pour découvrir l'implication de Schmidt dans ce fameux assassinat 6 mois plus tôt de leur chef de guilde. En effet, Schmidt avait cru aider à voler la bague et à en récupérer les bénéfices, et avait donc aidé le criminel, mais Schmidt ne connaissait pas du tout qui était le criminel, et ne connaissait pas du tout ses intentions non plus. Cependant, Schmidt a quand même récupéré la grosse montagne d'or due à la vente de la bague. Seulement peu de temps après les aveux enregistrés par Yoruko, principalement, 3 membres d'une guilde rouge, c'est-à-dire une guilde de tueurs, fait son apparition pour les achever tous les 3. Seulement, heureusement pour eux, Kirito fait son apparition